Donc, je suis Jacques Ilbé, doctorant en informatique médicale dans le domaine de la représentation Ah des non, n'importe quoi. connaissances. Et je vais vous Oui, mais j'ai pas l'audio et j'ai. parler aujourd'hui. Merci à ceux qui ont leur micro ouvert de le fermer. Je vais vous parler aujourd'hui des dispositions. Euh, Donc, je vais vous parler en fait de mots qui se finissent souvent, mais pas toujours, en able, en ible, en il. Ce dont il est question quand on dit ce morceau de sucre est soluble dans l'eau, ce verre est fragile, cette personne est vulnérable. Bref, je vais vous parler de dispositions. Je viens d'employer des adjectifs qui permettent de qualifier des entités. Les dispositions correspondantes, la solubilité, la fragilité, la vulnérabilité, n'existent pas de façon indépendante des entités auxquelles on les attribue. On les rencontre plutôt sous la forme de propriétés dites dispositionnelles. Et parmi toutes les propriétés qui peuvent qualifier une entité, les propriétés dispositionnelles sont assez particulières. Si je vous dis que ce morceau de sucre est blanc, que ce verre est transparent, les propriétés qui sont attribuées ici sont constatables. Je regarde ce morceau de sucre, je fais l'expérience qu'il est blanc, je suis d'accord avec celui qui affirme qu'il est blanc. Ces propriétés sont désignées comme des propriétés catégoriques. Dire qu'il est soluble dans l'eau engage tout à fait autre chose. C'est dire que s'il était plongé dans l'eau, il se dissoudrait. Une propriété lui est donc attribuée, mais cette propriété n'est pas constatable dans son état présent et ne le devient qu'à la Et le condition labo, d'un événement c'est là. déclencheur. Condition qui ne sera peut-être jamais satisfaite. Une propriété dispositionnelle est une propriété qu'on attribue à une entité, alors que la disposition n'est pas réalisée et ne le sera peut-être jamais. On distingue donc en ce sens les propriétés dispositionnelles des propriétés catégoriques, et une propriété dispositionnelle met en jeu l'entité à laquelle on l'attribue, mais aussi l'événement qui déclenche une certaine modification de l'entité. La notion de disposition a une longue histoire en philosophie. Je vais me contenter d'en marquer quelques jalons. On peut la faire commencer avec Aristote et sa théorie du mouvement. Nous parlerions plutôt de changement, puisque les mouvements dont il s'agit sont la génération et la destruction, la croissance et la décroissance, l'altération et le changement de lieu. Pour rendre compte des causes de ce changement, il introduit notamment la notion de puissance, dynamis en grec, le feu a la puissance de brûler le bois et le bois a la puissance d'être brûlé par le feu. Petite parenthèse, cette notion aristotélicienne subsiste dans notre langue, par exemple lorsque nous disons d'un sportif qui se rend aux Jeux olympiques que c'est un médaillé en puissance. Mais pour en revenir aux causes du changement, la révolution moderne et la nouvelle science mécanique du XVIIe siècle vont profondément remanier, quand ce n'est pas totalement éliminé, chez Descartes par exemple, ce recours à ce qui apparaît désormais comme des pouvoirs occultes, ce que la scolastique de l'époque n'appelle plus des puissances mais des vertus, notion moquée par Molière dans Le Malade imaginaire lorsqu'il fait dire au bachelier que l'opium fait dormir parce qu'il y a en lui une vertu dormitive. Si les modernes considèrent des explications mécanistes du changement, c'est néanmoins dans les choses elles-mêmes qu'ils cherchent les causes. C'est au philosophe écossais du XVIIIe siècle David Hume qu'on attribue généralement la rupture avec cette conception antérieure de la causalité. Il ne s'agit plus pour lui de chercher la cause des changements dans les agents, mais de constater des séquences d'événements qui se répètent régulièrement. L'événement de la mise en contact du feu et du bois entraîne de façon régulière l'événement de la combustion du bois. On retrouve cette position affirmée avec force par les tenants de l'empirisme logique dans les années 1920, avec le modèle dit déductif nomologique, qui vise à formaliser les procédés de la science et met en exergue la notion de loi générale, ce que dit le mot nomologie. La partie déductive tient au fait qu'à partir des conditions initiales de l'expérience, on peut déduire, grâce à la loi, la réalisation de certains événements. Si on attribue la propriété soluble à un morceau de sucre, à ce morceau de sucre, la formulation logique correspondante sera de la forme « si je plonge ce morceau de sucre dans l'eau et qu'il est soluble, alors il se dissout ». Donc c'est soluble qui signifie qui se dissout si on le plonge dans l'eau. Et pour vérifier si ce morceau de sucre est soluble, il faut le plonger dans l'eau. La rigueur épistémologique la plus stricte commanderait de s'en tenir là. Quiconque a utilisé des allumettes dans un environnement un peu humide sait que ce n'est qu'une fois qu'on a réussi à enflammer l'allumette qu'on est certain qu'elle était inflammable. Pour le dire de façon resserrée, seul le réel prouve, et seulement rétrospectivement, qu'il était possible. À ces conditions, il faudrait abandonner les dispositions. Nous les abandonnerions
convaincu qu'on ne peut vérifier la validité de l'attribution d'une propriété dispositionnelle qu'a posteriori. Toutefois, malgré la prépondérance du modèle déductif nomologique, les dispositions restent omniprésentes dans la vie courante comme dans tout l'éventail des sciences, que ce soit pour parler d'un gaz explosif, d'une bactérie résistante ou, en clin d'œil à Molière, d'un somnifère. Nous ne nous résignons pas à la seule ontologie des événements ni au seul constat a posteriori. Les entités qui participent à ces événements et les modifications qu'elles sont susceptibles de subir nous importent. La fragilité du vase nous importe avant le déménagement pour prendre des mesures préventives. Du point de vue logique, il a été proposé de substituer à la conditionnalité simple proposée par le modèle déductif nomologique, si le sucre est plongé dans l'eau, alors il se dissout, une conditionnalité contrefactuelle. Si le sucre était plongé dans l'eau, alors il se dissoudrait. Cette formalisation logique contrefactuelle engage d'autres difficultés pour vérifier la validité de l'attribution, puisqu'elle ne dépend plus seulement des conditions initiales. Ce retour des dispositions appelle d'autre part une mise en garde. Aristote distinguait des puissances d'agir et des puissances de pâtir. Si ce sont bien les entités impliquées dans les événements et leur sort qui nous importent, ce sont en premier lieu les puissances de pâtir qui devraient nous intéresser et auxquelles nous devrions sans doute réserver la notion de disposition. À chaque puissance de pâtir correspond une puissance d'agir, mais nous nous inquiétons bien plutôt de la puissance du verre à être brisé par le marteau que de la puissance du marteau à casser le verre. Pour clarifier ce point, considérons d'abord qu'on ne parle plus des dispositions comme de pouvoirs mystérieux que recèleraient des entités. Le physicien des matériaux nous expliquera que sous l'effet de la sollicitation mécanique du marteau, le verre va dissiper l'énergie non pas en se déformant, mais en produisant des fissures et en se fracturant. Un mouvement réductionniste a été opéré, puisque nous sommes passés de l'objet à sa structure moléculaire, et une loi causale relie l'événement de la sollicitation mécanique à celui de la fracturation de ce type de matériaux. La disposition du verre à être brisé subsiste, mais elle n'est plus totalement soumise à sa manifestation pour être affirmée. Nous pouvons attribuer la fragilité au verre en observant sa structure moléculaire, qui, elle, est une propriété catégorique du verre. Dans le cas du marteau, en revanche, il n'y a pas de manifestation particulière le concernant. Il restera inchangé à la fin de l'épisode. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui attribuer une propriété dispositionnelle, dont l'événement déclencheur serait d'ailleurs étrangement qu'il rencontre un verre. Mais on peut lui attribuer un pouvoir, toujours actuel, et qui ne se distingue de sa base catégorique que par la place qu'il tient dans un enchaînement causal. Aux puissances d'agir et de pâtir d'Aristote sont donc substitués des pouvoirs et des dispositions qui sont des propriétés d'entités engagées dans un enchaînement causal. Pour une entité porteuse d'une disposition, le modèle qui se dessine est celui d'un triptyque, une propriété catégorique, base d'une propriété dispositionnelle, qui peut donner lieu ou non, selon les circonstances, à un changement. Ce triptyque doit être complété du déclencheur, externe à l'entité qui porte la disposition, et il faudrait également prévoir la possibilité que la disposition soit correctement attribuée, que l'événement déclencheur advienne, et que pourtant la manifestation ne se produise pas. C'est le cas quand, outre le déclencheur, intervient ce que les philosophes appellent un antidote, reprenant le vocabulaire médical. Ce qui nous amène donc à considérer plus spécifiquement la place de la disposition en médecine. Le triptyque base catégorique, disposition, manifestation peut paraître tout à fait pertinent pour modéliser la maladie. Un système immunitaire, disons, suractif peut nous donner une disposition à développer, pour peu que nous inspirions du pollen, une inflammation du nez ou des bronches, à moins que nous n'ayons pris un antihistaminique. Dans le cas que nous indiquons, la maladie, l'allergie en l'occurrence, tient le rôle de la disposition. La crise allergique tient le rôle de la manifestation et le système immunitaire suractif, celui de la base catégorique. On pourrait également prendre l'exemple de l'hémophilie, qui semble pouvoir jouer le rôle de la disposition dans un triptyque où la base catégorique serait une anomalie constitutionnelle de la coagulation sanguine, le déclencheur une plaie et la manifestation une hémorragie grave. Cette modélisation de la maladie, selon le triptyque anomalie constituée, maladie comme disposition et cours de la maladie, est celle qui est adoptée par une importante ontologie du domaine biomédical, OGMS. C'est un modèle intéressant, mais sa généralisation à toute maladie peut être questionnée sous plusieurs aspects. D'abord, la question de la généralité de la disposition. Si tout être humain est susceptible d'être empoisonné par un certain poison, la base catégorique n'est plus une anomalie.
à moins de considérer l'ingestion du poison elle-même comme l'anomalie, mais on est alors conduit à se demander quel est l'événement déclencheur. La question de la spécificité de la manifestation est également posée. Le sida peut être considéré comme une disposition, mais pas à une maladie spécifique. La question du rôle joué par la maladie intervient également. Le plus souvent, une maladie nomme une trajectoire ou une union de trajectoires possibles, donc plutôt la manifestation que la disposition, qui, elle, pourrait, faute de mieux, être désignée comme vulnérabilité à cette maladie. Enfin, si on prend l'exemple d'un état généralement reconnu comme pathologique, l'infertilité, en parler comme d'une disposition paraîtrait pour le moins étrange. Si on met à part l'infertilité qui se prête mal à ce modèle, et si l'on accepte que le nom communément attribué à une maladie puisse désigner dans certains cas la disposition, comme on a vu pour l'allergie et l'hémophilie, dans d'autres la manifestation de la disposition, nous ne sommes pas pour autant sortis des difficultés liées à la notion de disposition. Notre exemple initial du sucre était on ne peut plus simple, au sens où si les conditions sont réalisées, la manifestation adviendra. On parle ici de disposition infaillible. Qu'en est-il lorsque la disposition n'est pas infaillible? Sommes-nous face à un phénomène par essence probabiliste, ou sommes-nous toujours dans un cas de disposition infaillible, mais dans une ignorance partielle des conditions exactes qui déclenchent la manifestation? La question qui se pose ici est celle d'un recensement exhaustif, horizon toujours idéal pour des phénomènes complexes, des événements déclencheurs et des antidotes, ainsi que de leurs interactions, sans oublier leur seuil. Si un verre est brisé par une presse hydraulique, je n'aurais pas montré sa fragilité. La question des conditions dans lesquelles on attribue ou pas une disposition a d'ailleurs poussé certains auteurs au pandispositionnalisme, pour lequel toutes les propriétés sont en quelque chose dispositionnelles. Le rouge de ce vase est une disposition qui se manifeste par l'événement déclencheur des conditions normales de lumière, mais qui ne se manifeste pas en l'absence de lumière. C'est une position radicale, mais qui interroge, là encore, la notion de seuil. Nous avons vu que la médecine recourt aux dispositions, mais je voudrais évidemment aborder le cas plus spécifique de la psychiatrie à travers la notion de vulnérabilité à la schizophrénie. Même si la notion n'apparaît vraiment que dans les années 1960, elle est préfigurée dès la deuxième moitié du XIXe siècle chez Morel, qui décrit un terrain fragile pour la démence précoce, caractérisé par une déviation pathologique et un abaissement du seuil de tolérance. Créplin observe chez certains parents de patients atteints de démentia précoce des personnalités frappantes. Je saisis l'occasion du terme de personnalité pour dériver un peu vers la psychologie et remarquer que la notion de personnalité, que la notion proche de tempérament, voire la notion plus commune de caractère, pourrait être considérée comme des dispositions. Ces notions sont parfois remises en cause dans des expériences de psychologie qui pointent l'importance du contexte plutôt que d'une supposée personnalité pour rendre compte des comportements des individus. Et on pourrait aussi y voir une essentialisation qui partirait de certains comportements observés dans un certain laps de temps pour en faire une caractéristique de l'individu, avec toutes les boucles de rétroaction que peut provoquer, par exemple chez un enfant, une telle essentialisation par ses parents ou ses enseignants. Au-delà de la personnalité, ce sont également les croyances, les attitudes mentales, les désirs qui sont vus par certains auteurs comme des dispositions à certains comportements face à certains stimulus. C'est une des raisons du regain de la notion de disposition dans les années 1950. Mon désir dispositionnel de manger des glaces, le plus souvent silencieux, inconscient, se manifesterait en désir occurrent face à la devanture d'un marchand de glace. Je referme cette parenthèse pour en ouvrir une autre en mentionnant Bleuler, qui observe chez des frères et sœurs de patients schizophrènes des anomalies de comportement qualitativement identiques, mais moins fortement manifestées. On trouve dans la littérature, par exemple dans l'article d'Andreas Huttmann, Disposition en physique, la distinction entre disposition discontinuement manifestée et disposition continuellement manifestée. De même que la loi de la chute des corps est un idéal théorique qui n'est jamais directement observé, mais permet de rendre compte de la chute des corps dans différents milieux plus ou moins éloignés du vide, une même vulnérabilité à la schizophrénie se manifesterait plus ou moins parmi les membres d'une fratrie, par un équilibre différent des prédispositions génétiques, des déclencheurs et des antidotes. Je passe rapidement sur la schizotypie de Mel et Rado, qui va dans le même sens d'une disposition continuellement manifestée, et sur le modèle diathèse-stress de Zubin et Spring, qui me permet de rappeler que ce terme médical désuet de diathèse
veut précisément dire disposition. Et j'en viens au schéma tiré de l'article de Gourion sur l'hypothèse neurodéveloppementale dans la schizophrénie, qui illustre parfaitement le modèle de la disposition que nous avons décrit. On y retrouve la base catégorique génétique de la disposition, donc la prédisposition génétique, qui est le phénotype vulnérable, et les facteurs précipitants et protecteurs dans le rôle respectivement des déclencheurs et des antidotes, et la possibilité que la disposition se réalise ou non dans un phénotype schizophrène. Pour conclure, comment éviter les vertus dormitives quand on manipule la notion de disposition? D'abord, en se souvenant qu'on l'utilise malgré la difficulté à la formaliser logiquement et malgré les difficultés épistémologiques qu'elle pose. Pour renvoyer d'une disposition à l'autre, la dormitivité est épistémologiquement fragile. Ensuite, en limitant son usage aux entités passives dans un processus causal, c'est la personne qui prend l'opium qui a une disposition à s'assoupir et la prise d'opium qui est l'événement déclencheur. Enfin, en disposant d'un modèle causal qui mettrait ici en jeu, pour le dire simplement, les récepteurs cérébraux de la douleur et la morphine 6-glucuronide, c'est lui qui permet de dépasser l'usage de la disposition comme d'une facilité de langage. En l'absence d'un tel modèle causal, un souci de prévention peut amener à mettre en garde les conducteurs d'engins de chantier et les automobilistes contre la prise de produits opiacés, mais une ambition scientifique ne devra pas s'assoupir aussi facilement devant les vertus dormitives de la disposition. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.